Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. 60. C'est le nombre de cas présumés d'exécution sommaire dont le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP dit avoir relevé et documenté à travers une mission d'enquête qu'il a diligentée. Suite à une opération de représailles contre des groupes terroristes à Kain et environnant le 4 février 2019 selon l'état-major général des armées qui avait annoncé que l'opération avait permis de neutraliser 146 terroristes. Depuis la publication du rapport de la mission d'enquête du MBDHP, les appréciations diverses et vont parfois dans tous les sens. Pour revenir sur ce débat, votre émission Question à la Une reçoit le secrétaire général du MBDHP, Ali Sanou. Merci d'être là. Merci monsieur Nyangane pour l'invitation. Mesdames, messieurs, merci d'être aussi au rendez-vous avec cette émission présentée par Dasmane Nyangane. Ali Sanou, d'abord, dans quelles conditions votre mission a mené ces enquêtes quand on sait qu'il n'est pas certainement donné à tous de fréquenter la zone de Kain environnant dans ce contexte? Ok, merci. Il faut dire que déjà, dès l'apparition du communiqué de l'état-major général des armées, le 4 février, déjà une polémique était née sur les conditions et les modalités de l'opération de ratissage que nos forces armées avaient menée. Et dès les premiers moments de cette polémique naissante, des personnes ont contacté le MBDHP et ont fait savoir que leurs parents, leurs proches, des personnes qu'elles connaissaient et qui, selon elles, n'avaient rien à voir avec le terrorisme, ont perdu la vie au cours de ces opérations. Notre mouvement a donc déployé une mission d'établissement des faits. Vous avez raison de dire que les conditions dans lesquelles cette mission s'est déployée n'étaient pas du tout faciles parce que sur le terrain, il n'était pas d'abord évident de parcourir les différentes localités du fait du contexte sécuritaire à l'époque, après des opérations militaires, après une zone dont on dit qu'il y a la présence d'éléments terroristes. Donc, la question de sécurité n'était pas garantie. Ensuite, autre difficulté qui a entamé les conditions dans lesquelles notre mission a été réalisée, c'est que nous avons eu affaire à des populations apeurées, effrayées, affolées, et il n'était pas évident que les langues se délient aussi rapidement. Mais l'une des spécificités de notre mouvement, c'est sa présence sur toute l'étendue du territoire national, donc la connaissance plus ou moins assez avancée des milieux dans lesquels nous intervenons. Donc l'un dans l'autre, nous avons pu tant bien que mal mener notre mission malgré les conditions qui étaient difficiles. Donc vous n'avez pas rencontré de menaces directes? Non, pas de menaces directes sur le terrain, mais quand même des rencontres. Nos équipes sur le terrain ont eu à rencontrer des hommes armés dont on ne savait pas exactement qui ils étaient. En tenue? Non, en tenue civile. Donc, pas des éléments en tenue militaire. Nous avons été inquiétés à un moment donné de voir que nos camarades sur ce théâtre-là rencontraient ce type de personnes dont on ne savait pas qui ils étaient. Et ça le pire pouvait arriver. Mais ils n'ont pas été inquiétés? Ils n'ont pas été inquiétés, même s'ils ont eu beaucoup peur. Et parlez-nous des faits majeurs relevés dans le rapport de la mission d'enquête publié par le mouvement. Et merci. D'abord, le premier fait, c'est que dans le communiqué de l'état-major général des armées, il est dit que les forces armées sont intervenues suite à une attaque terroriste qui a eu lieu à Kain. Lorsque le MBDHP s'est déplacé sur place, les populations n'ont pas fait cas d'une attaque terroriste. Et voilà, donc elles ont plutôt fait cas d'une opération menée par des militaires burkinabés à Kain-Ouro.
Donc nous sommes quand même posé un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que le communiqué de l'état-major dit nos hommes sont intervenus parce qu'il y a eu une attaque terroriste et les populations sur place disent au MBDHP qu'en fait il n'y a pas eu d'attaque terroriste. Il s'agit d'une opération planifiée et exécutée par des éléments des forces armées nationales. Premier fait que nous avons trouvé troublant. Le deuxième fait concerne même les conditions dans lesquelles les 146 personnes ont été tuées, les 146 terroristes ont été tués. Et les forces armées sur place, tous les témoins que nous avons rencontrés, qui sont au nombre de 65, nous ont dit que pour les 60 cas que nous avons documentés, il s'agissait de personnes qui étaient couchées chez elles à la maison, certaines sur leur natte, et qui nuitamment ou très tôt au petit matin ont été réveillées et puis exécutées à proximité de leur maison. Et qu'il n'y a pas eu dans aucune de ces zones-là que nous avons visitées une attaque, des affrontements entre des éléments de FDS et des groupes terroristes. Et nous avons vu dans certaines familles, effectivement, certains témoins nous ont dit qu'ils ont perdu 8 membres de leur famille, d'autres 5 membres de leur famille. Dans certaines familles, on a tué le père et le fils. Dans d'autres familles, on a tué le père, le fils et le petit-fils. Dans des conditions qui nous amènent à nous interroger si ce sont des personnes qui étaient endormies, qu'on a réveillées de leur sommeil, pourquoi ne les a-t-on pas remis à la justice pour que la justice puisse faire son travail. Donc tous les témoignages que nous avons rencontrés, recueillis sont concordants sur ces deux aspects. Nous avons également discuté avec le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour comprendre comment est-ce que les événements se sont produits. Au niveau du ministère, dans un premier temps, on nous a dit en fait que les forces armées ont eu des informations relatives à la présence d'éléments terroristes dans ces zones et que c'est suite à ça qu'ils sont intervenus. Ça nous a paru quand même curieux que l'état-major dise c'est suite à une attaque qu'on est intervenu. Le ministère de la Défense dit en fait c'est parce qu'on a eu des informations qu'il y avait des terroristes, donc on est intervenu préventivement. Pour un fait aussi important qui a occasionné 146 morts, qu'il y ait deux versions divergentes ou pas du tout pareilles de l'autorité, ça fait quand même curieux. Et nous avons dit également au ministère de la Défense que sur le terrain, les gens nous ont dit que leurs proches ont été réveillés de leur sommeil et conduits pas très loin de leur maison et exécutés froidement. Le ministère nous a dit non, ce n'est pas vrai. Ils ne reconnaissent pas cela. Qui ne reconnaissent pas cela. Nous sommes allés plus loin en disant, bon, on nous a dit également sur le terrain qu'il n'y aurait pas eu d'affrontement. Est-ce qu'il y a eu des affrontements? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur les lieux où ces affrontements se sont produits? Les deux colonels que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils n'ont pas de détails sur la conduite des opérations. Donc, la version du ministère confrontée aux témoignages recueillis nous permet aujourd'hui de dire que malheureusement, dans ces zones-là, il y a eu des exécutions sommaires contre des populations qui n'étaient pas armées, dont les proches disent qu'ils n'ont rien à voir avec des éléments terroristes. Donc, nous pensons que c'est clairement des exactions qu'on aurait pu éviter. Regardez tout le débat aujourd'hui qui consiste à dire non, c'était des terroristes ou non, c'était pas des terroristes. Mais si on leur avait donné la chance d'être jugés, au cas où ce sont des terroristes, ils auraient été condamnés parce que je suppose qu'on aurait eu des éléments pour démontrer que ce sont des terroristes. Au cas où ce ne sont pas des terroristes, au moins ces personnes seraient en vie aujourd'hui. Et pour nous, ce qui est dangereux, c'est ça. C'est que dans le climat actuel et délétère de lutte contre le terrorisme, on en arrive à ce que des personnes qui peut-être n'ont rien à voir avec le terrorisme perdent la vie et soient exécutées sommairement. Donc c'est un élément de préoccupation pour nous. Oui, mais au niveau du mouvement, vous, les 60 cas dont vous faites que vous avez relevé, qu'est-ce qui vous fait croire qu'effectivement ce ne sont pas des terroristes? Déjà, pour nous, la question n'est pas forcément de savoir si à ce stade ce sont des terroristes ou pas. Leurs proches ont dit qu'ils ne sont pas des terroristes.
Au niveau du MBDHP, nous constatons... C'est évident qu'un proche, soit il n'a pas d'informations, ou bien en tout cas, il y a cette affinité-là qui est là, il ne va quand même pas livrer son proche. Ce n'est pas évident parce que il y a eu des cas que nous avons relevés où des parents ont été assassinés par leurs proches parce qu'ils les ont dénoncés comme étant des terroristes. Donc ce n'est pas aussi évident que cela. Est-ce que vous, si vous avez un terroriste dans votre famille, vous allez être complaisant avec lui et ne pas le dénoncer? Moi, s'il y a un terroriste dans ma famille aujourd'hui, vu ce que le terrorisme représente comme menace et danger pour mon pays, je vais le dénoncer, je n'ai pas à le couvrir. Justement, c'est quand on sait aussi quand même qu'il est terroriste, puisqu'on dit qu'il y a des collabos, il y en a peut-être ils ont autour, ils ne sont pas sur le terrain de combat, mais ils servent aussi les terroristes. Donc c'est difficile aussi de détecter. Voilà, mais si ces gens-là sont pris les armes à la main en train de combattre, il est tout à fait normal que les forces de défense aient une réaction supérieure qui puisse entraîner leur mort. Mais lorsque ce sont des personnes qui sont endormies, qu'on réveille de leur sommeil, pour éviter justement ce type de polémique, il faut respecter les règles de l'état de droit. Parce que vous voyez, on est en train de dire si. Mais à supposer que ces personnes-là ne soient pas des terroristes comme leurs proches l'ont dit, aujourd'hui elles sont mortes et c'est fini. Et c'est le terrorisme qui gagne. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que l'une des causes de radicalisation, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'ethnie, c'est plutôt les frustrations sociales. Lorsque vous tuez quelqu'un et que son entourage croit, peut-être même à tort, que ce n'est pas un terroriste, l'entourage se radicalise et ne collabore plus avec les forces de défense et de sécurité. Pourtant, si cette personne est tuée, arme à la main, en train de combattre, vous verrez personne de son entourage venir reprocher quoi que ce soit aux forces de défense et de sécurité. Dans toutes les zones aujourd'hui que nous avons parcourues, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que après cette opération, les populations ne sont plus enclines à collaborer avec les FDS. Pourtant, une armée, quelle qu'elle soit, aussi puissante qu'elle soit, ne peut pas vaincre un ennemi si elle n'a pas un soutien populaire. Nous pensons que dans les méthodes d'action de nos forces armées, il faut tenir compte de cette dimension. C'est-à-dire se dire qu'il n'y a pas de territoire ennemi au Burkina Faso. Il y a des zones qui sont infestées par des groupes terroristes où il va nous falloir amener de la sécurité, mais nous ne pourrons pas amener cette sécurité si malheureusement dans nos interventions, nous ne respectons pas les droits humains, nous ne respectons pas les règles de l'état de droit. Et comme je vous ai dit, si vous faites un tour à Kanye et environnant aujourd'hui à Ban et autres, vous verrez que les populations laissent voir les forces armées, elles ont peur. Pourtant, nous estimons qu'il faut qu'un citoyen qui n'a rien à se reprocher, qui est honnête, lorsqu'il voit un militaire, il n'y a pas de raison qu'il ait peur. Jusqu'à ce jour, vous avez des informations sur le terrain venant de ces zones-là? Oui, nous avons des informations venant de ces zones. Aujourd'hui, pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, le vendredi, il y a des corps qui sont découverts sans vie, criblés de balles. Et on ne sait pas... Dans quelle zone? Dans la zone de Kanye et de Ban, qui sont criblés de balles. On se demande qui a exécuté ces personnes. Donc, c'est véritablement un climat de peur, un climat d'anxiété extrême pour les populations de ces localités. Et oui, nous pensons que ce climat-là, il n'est pas propice. Et je voudrais que chacun de nous aussi se dise ce qui est arrivé à Kanye, à Ban, à Daïbara et autres. À supposer que ça arrive chez nous, dans nos villages, où on nous dit que l'armée est venue, elle a encerclé le village, elle a fait sortir les hommes, elle les a exécutés. Comment nous nous sentirions, nous? Vous voulez dire qu'il faut peut-être être victime ou proche des victimes pour comprendre la situation? Ou proche des victimes pour comprendre la situation et pour savoir que même au nom de la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas procéder de la sorte. Parce que c'est la voie ouverte à tous les règlements de compte. Vous pouvez être un commerçant, votre commerce prospère, quelqu'un est contre vous, il va vous dénoncer à la police et à la gendarmerie en disant ce monsieur collabore avec les terroristes. On vient vous prendre, on vous élimine froidement en disant qu'il collaborait avec les terroristes. Pourtant, si on vous transmet à la justice peut faire son travail et puis dire mais finalement ce monsieur n'a rien à voir avec le terrorisme. Et c'est pourquoi vous avez fait un certain nombre de recommandations dans votre rapport. Revenez sur les principales. Oui, la première, c'est que nous souhaitons que face à la gravité des accusations,
il y ait des procédures judiciaires qui soient enclenchées, des enquêtes judiciaires pour situer l'opinion. Et que ces enquêtes judiciaires se fassent de façon impartiale et surtout dans un délai raisonnable. Parce que aujourd'hui, suite à la lettre que le MBDHP a adressée au ministère de la Défense nationale, on nous a dit que le ministre a écrit au directeur de la justice militaire pour lui demander d'ouvrir une enquête. C'est bien, mais il faut que cette enquête aille jusqu'au bout et permette de situer les responsabilités. Les familles des victimes, par l'entremise de leurs avocats, ont également écrit au procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou pour faire une dénonciation officielle pour dire « Monsieur le procureur, il y a eu des crimes qui ont été commis à Cagnes et environnant à telle date. Nous avons des éléments d'information qui peuvent vous aider à savoir qui a commis ces crimes. Et en plus de cela, voici les témoins qui ont assisté à ces crimes-là en donnant ces informations à la justice. » Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être objectif. Aucun terroriste ne va écrire à la justice du Burkina pour dire à la justice burkinabé « Ah, on a vu des crimes, venez regarder, voici les noms des témoins de ces crimes. » Aucun terroriste ne le fera. Et chose qui nous tique d'autant plus, pendant les opérations, il y a des personnes qui ont été blessées, qui se sont soignées et qui sont rentrées chez elles à la maison, calmement. Peut-être que c'est des victimes collatérales. Non, le problème, quand on dit victime collatérale, déjà non, ça ne justifie pas. Ça ne désengage pas l'État de ses responsabilités, première chose. Et victime collatérale, ça veut dire qu'on a visé une cible principale, qui était une cible terroriste. Il y a un individu qui peut-être qui était au mauvais endroit et au mauvais moment, qui a reçu un coup, etc. Mais lorsque c'est l'individu en question qui a été directement ciblé, qu'on a tenté d'éliminer froidement, on ne parle plus de victime collatérale dans ce cas. Et aujourd'hui, le sentiment de peur qui nous anime fait que chacun dit, bon, on se donne bonne conscience en se disant peut-être que c'est des gens qui collaboraient avec les terroristes, peut-être que c'est des victimes collatérales, mais posons-nous un seul instant la question inverse. Et si ce n'était pas des terroristes? Et si ce n'était pas des gens qui collaboraient avec des terroristes? Et si c'était de pauvres paysans, éleveurs, qui ne demandaient qu'à vivre en sécurité dans leur pays, qu'on allait éliminer aussi froidement? Et si c'était un de nos proches? Les gens ne se posent pas ces questions. L'essentiel pour les gens, qu'il n'y ait plus d'attaque, n'est-ce pas? C'est surtout ça. Je dirais qu'il est important qu'il n'y ait plus d'attaque, mais il est aussi plus important que des innocents ne meurent plus du terrorisme ou de la lutte antiterroriste. Parce que le fond du problème, c'est ça. Nous allons vaincre le terrorisme. Le MBDHP n'en doute pas. Mais après avoir vaincu le terrorisme, nous devons vivre ensemble entre Burkinabés, réconcilier avec l'État. Mais il y aura des gens qui seront frustrés parce que leurs proches ont été éliminés, alors qu'eux, ils ont la conviction que leurs proches n'étaient pas des terroristes. Mais si nous sommes dans une société, si nous-mêmes, à titre individuel, un de nos proches est éliminé alors qu'il combattait, il avait les armes à la main, nous n'osons pas dire que ce n'était pas un terroriste. Mais s'il est chez lui, couché sur sa natte, on vient le prendre devant sa femme, devant ses enfants. On le fait sortir, on lui met une balle, on le crible de balles et on dit après que c'était un terroriste. Ça crée des problèmes. Mieux, dans certaines familles, le père, le fils, le petit-fils ont été tués. Dans la famille d'un des témoins, quand on arrivait nuitamment, c'était un chef d'une des localités. On est venu le réveiller la nuit. Une de ses femmes est venue le réveiller la nuit pour dire attention, il y a des hommes armés qui sont dans le village, il faut t'enfuir. Et ce chef de village-là s'est enfui. Quand il est revenu, il s'est rendu compte que l'une de ses femmes a été tuée. Il y avait ses deux belles-sœurs qui ont été tuées, ses deux nièces qui ont été tuées, la femme d'un de ses frères défunts qui a été tuée. Au total, 8 femmes de sa famille ont été tuées. Et ce monsieur a dit au MBDHP, mais que ces femmes-là ne savent même pas ce que c'est que le terrorisme, qu'elles ne collaborent pas avec les terroristes, qu'aujourd'hui on les a tués, on a laissé des enfants, on a fait des orphelins, et que lui, véritablement, il se pose des questions. Il y a un parent de victime qui nous a dit que finalement, eux, en tant que citoyens burkinabés, ils ne comprennent même plus l'armée burkinabé.
qu'on a tué des gens, on a dit que ce sont des terroristes. Eux qui vivent avec eux estiment que ce n'était pas des terroristes. Mais que c'était plus simple d'attraper ces gens, de les envoyer à la justice et de les juger. Si c'est des terroristes, on saura tous. Si ce ne sont pas des terroristes, on saura tous. Et c'est ce sentiment qui prédomine dans cette zone-là qui nous fait dire également que si nous ne prenons garde, au nom de la lutte contre le terrorisme, nous allons mettre à mal l'unité nationale dans notre pays. Dans les médias, une suite à donner à ce rapport au niveau du MBDHP? Oui, nous avons constaté que le rapport a été rendu public et qu'il n'est pas bien compris par une partie de l'opinion. Nous disons, c'est juste parce que nous sommes dans un contexte où nous en avons tous marre du terrorisme. Nous voulons recommencer à vivre loin de la menace terroriste. Nous voulons que ça s'arrête. Et ne serait-ce que pour ça, nous soutenons les forces de défense et de sécurité dans ce qu'elles font. Lorsqu'il y a eu les attaques du Cappuccino, le MBDHP a fait une déclaration pour féliciter les forces de défense et de sécurité, pour leur dire « vous avez fait du bon travail ». Mais il y a eu des terroristes qui ont été tués. Lorsqu'il y a eu les attaques, l'action des forces armées à Rayongo, le MBDHP a encore fait une déclaration pour féliciter les forces de défense et de sécurité, pour dire vous avez fait du bon boulot. Lorsque le MBDHP a tenu son dernier congrès en septembre 2018, il a encore pris un acte pour dire aujourd'hui malheureusement le terrorisme crée des victimes aussi bien au niveau des populations civiles qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, et qu'il fallait que l'État mette tout en œuvre pour préserver la vie des éléments des forces armées nationales, des forces de défense et de sécurité qui sont en première ligne sur le théâtre des opérations et qui risquent leur vie pour que notre pays soit en sécurité. Ça veut dire que le mouvement a toujours soutenu les forces armées nationales dans ce qu'elles font. Mais dans le même temps, si le mouvement se rend compte qu'il y a des dérives, il y a des possibilités que des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme soient exécutées, il est du devoir du MBDHP de tirer la sonnette d'alarme. Si nous ne le faisons pas, nous aurons failli à notre responsabilité. Vous avez même réagi au cas de Yirgou. Peut-être cette opinion qui critique estime que vous auriez pu aller au-delà de ces déclarations, peut-être faire aussi des enquêtes ou faire une conférence de presse spécifique. Oui, c'est maintenant entrer dans les formes de réaction du mouvement. Et je pense que le débat ne se situe pas à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'à Yirgou, vous avez fait une déclaration? Pourquoi est-ce qu'à Kanye, vous avez fait une enquête? Ça, c'est pas important. Quand le mouvement doit agir, il agit sur la base de ses ressources, aussi bien ressources humaines et ressources financières. Mais qu'est-ce que les gens savent de comment est-ce que le mouvement mobilise des ressources pour faire une enquête? Donc, on ne peut pas venir, ça serait à la limite trop facile de dire qu'à Yirgou, vous avez fait une déclaration, l'autre côté, vous avez fait une enquête. Laissons ces questions futiles à notre point de vue. Attaquons-nous à l'essentiel et au fond du rapport. Le fond du rapport, il est clair et nous disons à toutes les personnes qui remettent en cause, que ce soit des personnes individuelles ou des organisations. On va même revenir sur ça, puisque après la publication du rapport, le gouvernement dit prendre acte des allégations, mais émet des réserves sur votre méthode de travail. Comment avez-vous accueilli cette sortie des autorités? Déjà, dans un premier temps, le gouvernement dit qu'il remet en cause la méthodologie de travail du MBDHP, mais sans dire exactement ce que lui, en tant que gouvernement, il reproche à cette méthodologie de travail. Nous avons rencontré toutes les parties. Nous ne nous sommes pas contentés de rencontrer rien que les victimes, les témoins et autres. Nous avons aussi rencontré le ministère de la Défense nationale. Et deuxièmement, nous avons utilisé des méthodologies de travail propres aux organisations de défense des droits humains. Mais le MBDHP a 30 ans. En 30 ans, il a toujours utilisé cette méthodologie de travail qui a contribué à ce que l'organisation ait le crédit aujourd'hui qu'il a au sein de l'opinion. Donc, on peut remettre en cause la méthodologie, mais qu'on nous dise exactement les points sur lesquels on remet en cause la méthodologie. Et nous insistons au niveau du MBDHP que le gouvernement aujourd'hui dit nous n'avons rien à nous reprocher parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours.
Mais il a fallu que le MBDHP écrive à ce même ministère-là pour que le ministère, à son tour, écrive au directeur de la justice militaire pour dire qu'il faut ouvrir une enquête. Mais dans un pays normal, logiquement, quand il y a des événements aussi graves, la justice doit se saisir de façon automatique pour faire son travail. Peut-être bien avant votre rapport, il n'y avait pas de doute à leur niveau. Peut-être qu'il n'y a pas eu de plainte qui pourrait les amener à se saisir au niveau de la justice, je vais dire. Dès ce que les événements se sont produits le 4 février, dès le 5, il y a déjà commencé à avoir des débats dans l'opinion où des gens disaient que non, c'était des exactions et qui pouvaient constituer une base, en tout cas, pour l'ouverture d'enquête. Mais pour nous, le plus important, ce n'est pas la période à laquelle les enquêtes ont été ouvertes. Ce que nous voulons, c'est que les enquêtes soient menées de façon impartiale et que ce ne soit pas des procédures d'enquête qui vont durer ad vitam aeternam, éternellement, sans qu'il n'y ait jamais de bout et qu'on nous dise que la justice suit son cours. Justement, vous avez réagi, au communiqué du gouvernement. Vous avez réagi en disant que vous attendez les résultats des enquêtes que compte mener le gouvernement sur cette affaire. Attendez-vous d'être contredit? Non, parce que honnêtement, nous pensons avoir mené un travail dont le caractère scientifique ne peut pas être démonté. Nous ne nous sommes pas assis dans des bureaux à Ouagadougou pour inventer des choses. Nous sommes allés sur le terrain. Vous êtes sûr que sur le terrain aussi, si d'autres personnes, en tout cas d'autres entités partent sur le terrain, ils auront le même résultat? Ça ne souffre d'aucun doute. Mais les 60 cas que nous avons documentés, nous disons sur ces 60 cas, les parents des victimes sont là. Il y a des témoins qui ont assisté aux scènes et qui peuvent donner, dire ce qu'ils ont vu. C'est aussi simple que cela. Donc, on attend du gouvernement qu'il aille dans cette voie. Et même mieux, dans le communiqué du gouvernement, ils ont dit qu'ils sont membres, le Burkina Faso est membre du comité des droits de l'homme. Oui, justement, puisque vous exhortez vivement le gouvernement à adresser une invitation à madame la rapporteure spéciale, je crois, des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, afin qu'elle vienne s'enquérir de la situation au Burkina. Faut-il comprendre ainsi que la confiance mutuelle n'est plus au rendez-vous entre le gouvernement et le MBDHP au point qu'il faille faire appel à une partie dite impartiale? En fait, le gouvernement nous dit nous sommes membres du comité des droits de l'homme. Bon, en fait, ce n'est pas le comité, c'est le conseil des droits de l'homme. Donc ça, c'est une première erreur qu'ils ont fait dans leur communiqué. Donc, ils nous disent qu'ils sont membres du conseil des droits de l'homme des Nations Unies et qu'à ce titre, ils sont respectueux de leurs obligations en matière de droits de l'homme. Et le MBDHP dit ça tombe bien. Comme le gouvernement burkinabé est membre du conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et que dans le travail de ce conseil, il y a des procédures spéciales. Et parmi ces procédures spéciales, il y a justement une rapporteure spéciale qui travaille sur ces cas-là. Donc, comme le gouvernement est sûr que ce que nous avons raconté, ce sont des histoires, que nous mentons, que nous n'avons pas dit la vérité, il faut envoyer une invitation à la rapporteure spéciale qui travaille sur ces cas pour qu'elle vienne au Burkina, pour qu'elle regarde et qu'elle dise ce qu'elle fera comme rapport. Ça n'empêche pas la justice de faire son travail. Mais ça, au moins, c'est un regard extérieur sur une autorité sur laquelle le MBDHP, en tant qu'organisation de la société civile, n'a aucune emprise. Qu'elle vienne, qu'elle regarde et qu'elle dise ce qu'elle a constaté et qu'elle fasse ses recommandations à l'État burkinabé. Moi, je pense que si aujourd'hui, le gouvernement a le courage de sortir et nous dire « Ok, nous avons adressé une invitation à cette rapporteure spéciale », le MBDHP va applaudir des deux mains et dire que c'est la preuve que ce gouvernement-là, il est de bonne foi. C'est la preuve qu'il ignore ce qui s'est passé, il veut que la vérité se fasse. Du moment où le gouvernement est en tout cas dans cette logique de mener des enquêtes, voilà. Il ne faut pas aussi patienter avoir les résultats de ces enquêtes? Ce n'est pas incompatible. Vous savez, la justice, dans son travail, a besoin d'éléments. Cette dame peut venir trouver des éléments qu'elle va aussi mettre à la disposition de la justice.
Ce n'est pas incompatible. Donc, vous voyez, nous disons... Apparemment, vous n'êtes pas en tout cas rassuré du travail que la justice va mener. Voilà, nous sommes des Burkinabés, nous vivons au Burkina. Nous voyons que même pour les martyrs de l'insurrection populaire, il n'y a toujours pas eu justice. Nous voyons que pour des dossiers emblématiques, Norbert Zongo, Dabo Boukari, Thomas Sankara, il n'y a toujours pas eu justice. Mais nous disons à nous, notre niveau, sur toutes ces questions-là, nous pensons que le gouvernement gagnerait à jouer la carte de la transparence. Parce qu'il y a quand même une certaine opinion qui estime que la communauté internationale, dans ce genre de situation, ne ferait pas peut-être un bon travail, ou en tout cas, cette communauté va livrer notre pays à la vindicte, ou je ne sais pas. Donc que cette opinion demande à notre gouvernement de quitter le Conseil des droits de l'homme. Parce que c'est trop facile d'être dans un organe et de dire, quand on vous dit qu'il y a des cas de violation des droits humains, vous dites non, nous respectons les droits humains parce que nous sommes dans cet organe, nous sommes au Conseil des droits de l'homme. Et quand on dit, ok, comme vous êtes là-bas, demandez à quelqu'un du Conseil là de venir voir et de dire non, on nous livre à la vindicte populaire. Non, pas du tout. Donc, si on veut être logique et cohérent, si notre gouvernement aujourd'hui estime que faire venir une rapporteure spéciale, le travail qui sera fait ne sera pas honnête, ne sera pas crédible, ne sera pas impartial, bon, qu'il quitte le Conseil des droits de l'homme, il sera cohérent et logique jusqu'au bout avec ce qu'il pense. Mais s'il est là-bas, c'est parce qu'il estime que c'est bien qu'il est là-bas. D'autres prennent des exemples sur des pays qui ne sont pas vraiment des exemples en matière de droits humains, mais qui ont parfois dirigé, en tout cas, cette commission, sinon cet organisme international. Je vous prends un exemple. Pour que l'un des rapporteurs vienne, il suffit que l'État lui adresse une invitation pour que le rapporteur vienne. Première chose. Donc, sans invitation de l'État, vous pouvez être un État dictatorial. Vous savez qu'un rapporteur ne viendra jamais chez vous parce que vous n'allez jamais l'inviter. Deuxième aspect, le rapporteur peut vous écrire pour dire « je souhaite venir chez vous ». Et vous dites « non, tu ne viens pas ». Donc, le rapporteur ne vient pas. L'efficacité de ces procédures est intimement liée à la volonté de l'État d'être transparent ou pas. Ça veut dire aujourd'hui, que ce soit à l'initiative du rapporteur ou à l'initiative du gouvernement burkinabé, si on ne veut pas que ce rapporteur-là vienne, il ne pourra pas venir, il ne viendra pas parce que notre gouvernement se sera opposé. Mais nous disons que ça tombe bien, le gouvernement dit qu'il est ouvert aux investigations, il n'a rien à cacher, pour qu'il invite le rapporteur. De par le passé, votre activisme a permis à un organisme international d'épingler le gouvernement burkinabé pour violation massive des droits humains. Envisagez-vous refaire de pareilles démarches, notamment pour cette affaire? Non, à ce stade-là, nous tirons la sonnette d'alarme, nous interpellons l'autorité, nous alertons l'opinion, nous communiquons pour que notre position soit comprise. Mais vous aussi, vous pouvez faire appel à cet rapporteur-là, ou bien c'est forcément l'État? Comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas lui demander de venir, c'est l'État burkinabé qui peut lui adresser une invitation. Il n'est pas exclu qu'à son tour, elle-même demande à l'État de l'inviter. Parce que dans les procédures du rapporteur, c'est ainsi. Quitte à ce que l'État dise « Ok, j'accepte » ou « Ok, non, je n'accepte pas parce que pour telle ou telle autre raison ». Donc, au niveau du mouvement, c'est des questions sur lesquelles nous sommes serrés. Et nous souhaitons que tous ceux qui nous écoutent comprennent une bonne fois. Nous ne sommes pas contre la lutte antiterroriste. En tout cas, l'opinion qui s'est saisie de votre rapport, si certains s'intéressent au contenu, d'autres semblent ne pas comprendre le principe même du MBDHP d'enquêter sur ce sujet en pareil contexte. Mais si ces gens-là, je ne le souhaite pas, un jour perdent un de leurs proches dans des situations ambiguës et qui viennent nous demander d'intervenir, ils comprendront que d'autres aussi, quand ils perdent leurs proches dans des situations difficiles et ambiguës, ils sont enclins à nous dire à MBDHP, venez enquêter, venez voir les conditions dans lesquelles nos proches ont été tués. Et que personne ne perde à l'esprit le fait qu'il y a eu énormément d'attaques terroristes, il y a eu beaucoup de déclarations de prise de position publique du MBDHP pour féliciter les forces armées. Pourquoi cette fois-ci, on écrit pour dire de faire attention parce qu'il y a des gens qui probablement
sont des innocents qui ont été tués. Pourquoi? Dans tous les cas, si le gouvernement joue la carte de la transparence jusqu'au bout, l'enquête qui est en cours, là, elle va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a des gens, on peut avoir peut-être tué des gens par erreur, mais quand c'est ça, on le dit, on le reconnaît. On dit nous avons mené une opération. Il y a des gens qui ont été tués par erreur. Nous nous en excusons. Nous allons prendre toutes les mesures de réparation qu'il faut pour soulager les enfants, les femmes de ces personnes-là. Mais si on ne le reconnaît pas et on les met dans le même sac que les groupes terroristes, alors que peut-être c'est des citoyens honnêtes comme nous, qui ne sont pas des terroristes, ça pose un problème. Vous avez parlé tantôt des exécutions tout récemment, sinon dans la semaine passée. Est-ce que vous craignez que des témoins gênants soient pris à partie? Dans notre rapport, si vous constatez, nous avons mis le nom de personnes parce que nous avons souhaité protéger ces témoins-là. Nous espérons, ça serait même grave si ces témoins sont ciblés. Ça sera très grave et ça montrera à quel point notre État ne se comporte pas conformément aux standards des droits humains. À quel point notre État va même jusqu'à violer les droits humains en s'attaquant à des témoins. Nous, au niveau du MBDHP, nous le disons, nous le répétons. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme ne doit pas être un prétexte pour retourner à l'époque de si tu fais, on te fait. Et il n'y a rien. Si il y a un terroriste qui prend des armes, qui est en train de combattre des populations innocentes ou qui est en train de combattre des forces armées, et que les forces armées réagissent, nous serons les premiers à applaudir et nous l'avons déjà fait. Mais si dans le même temps, on va prendre des gens qui sont en train de dormir chez eux, on dit c'est des terroristes, on les tue, nous serons les premiers à le dénoncer et c'est ce que nous sommes en train de le faire. Une certaine opinion n'arrive pas à cerner le fait que le MBDHP dénonce permanemment l'impérialisme et dans cette affaire, il demande au gouvernement de faire appel aux experts des Nations Unies. N'est-ce pas une contradiction? C'est ce que je viens d'expliquer. Aujourd'hui, notre gouvernement a fait un communiqué. Dans son communiqué, il a dit le gouvernement du Burkina respecte les droits humains parce qu'il est membre du Conseil des droits de l'homme. Nous disons ça tombe bien. Comme vous êtes membre du Conseil des droits de l'homme, demandez à quelqu'un de ce Conseil des droits de l'homme là, dont vous êtes membre. Parce que si vous êtes dedans, c'est parce que c'est bien. Si c'est pas bien, vous n'allez pas vous mettre dedans. Donc demandez à quelqu'un de ce Conseil là de venir au Burkina et de regarder. Ne serait-ce que pour dire que non, le MBDHP a menti. Mais l'État a des contacts, des relations avec certains États impérialistes. Est-ce pour autant que vous allez demander à l'État de demander leur expertise? Là, vous parlez d'État impérialiste. Je vous mets au défi de nous puisque dire... ces organismes sont animés encore par, je dirais, des représentants d'États impérialistes, on se dit. Et ça empêche qu'un membre de cet organisme, un rapporteur vienne au Burkina Faso et fasse un rapport. C'est ça? Est-ce que ça empêche cela? C'est pas, l'opinion ne va pas prendre ce rapport comme crédible. Ce que je constate, c'est que ceux qui en font tout un problème, ce sont les mêmes qui nous disent que l'impérialisme n'existe pas. Lorsqu'on va dans leur sens et on leur dit, écoutez, on est dans un système, demandons que les règles de ce système-là s'appliquent à nous. On dit, ok, non, c'est vous qui dénoncez l'impérialisme. Pourquoi vous voulez qu'on dise aux règles de ce système de s'appliquer à nous? Est-ce que vous avez déjà entendu dans une prise de position le MBDHP demander à l'État burkinabé de se retirer des Nations Unies parce que c'est une organisation impérialiste? Si nous n'avons jamais demandé à l'État de se retirer des Nations Unies parce que c'est une organisation impérialiste, pourquoi nous ne pouvons pas demander à l'État de demander à ce qu'il y ait un rapporteur spécial des Nations Unies qui vienne? Mieux, ceux qui disent ça, ils ignorent royalement le travail des organisations des droits humains. Notre pays est passé à l'examen périodique universel, le 3e cycle. Mais à cet examen périodique universel-là, et notre pays et le MBDHP avec d'autres organisations de la société civile a fait un rapport. Et dans ce rapport-là, nous avons demandé expressément qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises par l'État du Burkina pour améliorer la situation des droits humains dans notre pays. Le droit à l'alimentation, le droit à un logement décent, le droit à la vie, une justice indépendante, équitable, égale pour tous. Mais là, les gens ne nous ont pas dit pourquoi vous avez envoyé un rapport au système des Nations Unies. Lorsque dans l'affaire Thomas Sankara, depuis 30 ans, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice, depuis plus de 30 ans. Et que la famille de l'intéressé a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a rendu un avis pour dire que le gouvernement n'avait pas respecté ses engagements dans le cadre justement de ses obligations internationales en matière de droits humains. C'est même qui nous parle de est-ce qu'ils sont venus dire pourquoi est-ce qu'on a saisi le comité des droits de l'homme parce que ça serait un comité issu d'une organisation impérialiste. Aucun ne l'a dit. Donc vous voulez dire que même s'il y a des
représentants d'États impérialistes au niveau de cet organisme, ils n'ont pas une très grande influence. Je veux vous dire, curieusement même, ce qui va peut-être vous étonner ou mettre de l'eau dans votre vin, la rapporteure dont nous parlons là, elle est de nationalité française. Nous dénonçons les menées de la France dans notre pays. Nous dénonçons la présence de militaires français au Burkina. Nous dénonçons le franc CFA. Mais nous disons au gouvernement burkinabé, saisissez la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires pour qu'elle vienne au Burkina. Mais nous savons qu'elle est de nationalité française. Ça n'a rien à voir avec les États. Parce que ce travail que nous avons fait, ce travail d'enquête sur le terrain, mais c'est un travail que nous avons fait de façon, je vous le dis, consciencieuse. Parce qu'à un moment donné, nous avons vu que ce que nous avons constaté est suffisamment grave. Nous n'avons rien à nous reprocher dans ce travail, absolument rien. Voilà pourquoi nous disons, des regards même extérieurs peuvent venir. Maintenant, si les gens estiment que le fait, et nous avons demandé à l'État du Burkina d'envoyer la rapporteure parce qu'il nous a dit, nous sommes membres du Conseil des droits de l'homme. Ok, c'est parce que vous êtes membre du Conseil qu'on vous a demandé d'envoyer la rapporteure. Vous estimez que c'est une organisation impérialiste. Il y a l'Union africaine qui existe. Il y a une commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui existe. Et cette commission-là, il y a aussi un rapporteur spécial sur ces questions. Donc laissons les Nations Unies, venons en Afrique, demandons, invitons le rapporteur spécial de la Commission africaine sur ces questions-là. Et on verra la conclusion qui va en sortir. Le MBDHP avait déjà saisi la cour d'Arusha, c'est ça? Oui, nous avons déjà dans l'affaire Norbert Zongo saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui. Mais ça, ce n'est pas la Cour, le mécanisme juridictionnel de la Cour, mais ça, c'est le mécanisme de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples où il y a des rapporteurs spéciaux. Et l'État burkinabé peut dire, bon, nous n'irons même pas aux Nations Unies, nous allons demander au rapporteur spécial de la Cour et de la Commission africaine, comme c'est un nom africain, de venir et puis de regarder si ce que le MBDHP a dit est vrai ou pas. Mais nous insistons sur un fait. Et je veux que l'ensemble de vos auditeurs comprennent cela. Et si c'est des innocents qu'on avait tués, comme le MBDHP le dit, est-ce qu'il ne faut pas entreprendre des actions pour éviter qu'à l'avenir, d'autres innocents ne soient tués? Si l'État burkinabé, l'armée burkinabé, dans ses missions normales, tue des terroristes, le MBDHP n'en fait pas un problème. N'en fera jamais un problème. Comme vous avez cité le cas de Ranyongo où l'armée était obligée de riposter. Mais s'il y a des innocents qui sont tués au nom de la lutte antiterroriste, nous avons l'obligation morale de dénoncer cela et de dire faites attention. N'allez pas sur un territoire pour penser que tous ceux qui habitent là-bas sont des terroristes. Donc on peut tuer comme on veut. Si on procède de la sorte, c'est dangereux. Parce que c'est des innocents qu'on va tuer. Parlons toujours de l'opinion, de l'accueil de l'opinion en ce qui concerne votre rapport. D'aucuns n'hésitent pas à dire que ce rapport est fait pour justifier vos financements, donc pour faire plaisir à ceux qui vous financent. Le MBDHP existe depuis 30 ans. C'était une organisation qui existait et qui vivait sur la base de financement extérieur. Il y a longtemps, elle aurait disparu. Il y a très longtemps qu'elle aurait disparu. Mais ce financement, quand même, est une réalité. Aujourd'hui, le MBDHP dispose d'un financement de Diakonia, d'un financement de l'ambassade du Danemark. Mais dans aucun de ces accords de financement, vous ne verrez ce type de questions. Est-ce que ce rapport a été financé par effectivement Diakonia et Danemark? Absolument non. Et qui a financé le rapport du MBDHP? Le MBDHP l'a fait sur ses fonds propres. Et c'est cela, parce que si vous prenez notre plan de changement de cette année, comme nous l'appelons, notre programme d'activité de cette année, nous sommes tenus en aucun cas de produire ce rapport-là à un de nos partenaires. En aucun cas. Mais en produisant, peut-être que ça vous donne aussi un crédit et d'autres seront prêts à vous financer. C'est parce qu'on marchandait de la sorte la question des droits humains, comme je vous l'ai dit il y a longtemps. On n'existerait pas. Et puis nous sommes des Burkinabés. Vous imaginez, nous allons nous asseoir en tant que Burkinabés et dire que nous allons faire un rapport pour mentir sur les forces armées, pour avoir des financements. Vous nous imaginez, nous, en tant qu'organisation, en tant que Burkinabés, procéder de la sorte? Non, ceux qui disent ça, ils ne connaissent pas le MBDHP. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes là, elle aurait même été plus confortable si on n'avait pas fait ce rapport. Parce que c'est un rapport qui est sujet à discussion, à vif débat, quelquefois même passionné au sein de l'opinion, etc. Donc,
que l'opinion comprenne ou pas, c'est pas ça l'essentiel pour vous, mais que vous puissiez dire quelque chose. Pour nous, il est très important que l'opinion comprenne. Et ce que nous voulons, ne voulons pas qu'on comprenne ça à travers nos expériences à nous-mêmes. Il ne faut pas attendre de perdre un membre de sa famille avant de comprendre. Il ne faut pas attendre de perdre un proche avant de comprendre. Il faut, pendant que la situation peut être maîtrisée, dire est-ce qu'il y a des dérives ou pas. S'il y a des dérives, arrêtons ces dérives. S'il n'y a pas de dérives et qu'on estime qu'on est sur le bon chemin, continuons sur ce chemin. Mais au niveau du MBDHP, sur la base des 60 cas que nous avons documentés, nous sommes formels, il y a des dérives. Et l'une de ces dérives-là, qui est très dangereuse. Aujourd'hui, discuter un peu avec nos compatriotes Peul, nos compatriotes d'origine Peul, il y a une frustration qui se développe en leur sein. Je vous suggère de discuter avec les gens en privé. Aujourd'hui, quand le MBDHP a pris la position de façon publique, vous voyez la vivacité des débats. Mais beaucoup ne souhaitent pas participer à ces débats publics-là. Discuter avec eux en privé. Les gens sont frustrés. Ils sont frustrés, ils ont l'impression, le sentiment qu'on les vise du fait de leur appartenance communautaire. Et nous disons au niveau du MBDHP, c'est dangereux. Aujourd'hui, un gouvernement responsable ne peut pas se permettre de mener la lutte antiterroriste sans tenir compte de ce sentiment de frustration qui existe chez certains de nos compatriotes. À ce stade, au niveau du MBDHP, nous ne disons pas que c'est un sentiment qui est juste et légitime ou qu'il est illégitime. Nous disons le simple fait que ce sentiment existe, ça pose déjà un problème. Parce que c'est un lourd danger pour l'unité nationale, la cohésion sociale, la coexistence pacifique entre les différentes communautés de notre pays. Il y a un moment où même si vous êtes en situation de minorité, du moment où vous vous rendez compte que votre pays prend une pente dangereuse, même si vous n'allez pas être compris au moment où vous le faites, vous avez le devoir impérieux de tirer la sonnette d'alarme et de dire attention. Nous prenons une pente dangereuse, nous prenons un virage dangereux. Il y a des responsables, par exemple, politiques ou dans l'administration burkinabé appartenant à l'ethnie Peul ou peut-être des associations qui vous ont félicité pour ce travail? Il y en a énormément. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, j'étais sur un média. Dès que je suis descendu du média, j'ai reçu des appels de personnes en disant, traduisant leur point de vue, traduisant le fond de leur pensée. C'est un sentiment qui est réel, qui existe. Maintenant, si nous on veut le minimiser, le nier, faire croire que c'est faux, c'est un sentiment qui n'existe pas, ça c'est on peut prendre le risque de le faire. Mais si on veut construire une nation unie, solidaire, dans laquelle chaque Burkinabé, chaque fils et chaque fille de ce pays-là se reconnaît comme étant membre d'une entité pour laquelle la nation burkinabé, pour laquelle elle a de l'amour, et que cette nation lui retourne son amour, nous devons réfléchir et dire que nous prenons une pente dangereuse. Et je poursuis sur cette question en disant, l'un des principaux défis de la lutte antiterroriste aujourd'hui au Burkina Faso, c'est de prendre en compte justement l'impérieuse nécessité de consolider l'unité nationale. On est pris par le temps. Deux petites questions pour terminer. Sur les réseaux sociaux, surtout, il ressort que le MBDHP aurait enregistré de démission à la suite de la publication de ce rapport. Qu'en est-il précisément? Comme vous, moi, j'ai vu un inconnu total du MBDHP, quelqu'un qui est totalement inconnu du MBDHP, qui annonce qu'il démissionne du MBDHP. Bon, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui dit qu'il démissionne. Il a même poussé le ridicule à mettre une carte de militant MBDHP. J'ai regardé la carte. Bon, le nom est illisible, donc je ne sais pas si c'est sa carte à lui. Deuxièmement, la photo n'est pas bien visible. Je ne sais pas si c'est l'intéressé. Mais ce qui m'a tiqué, c'est la signature du président. Chrysogoone Zougmoré, il est président du MBDHP depuis 2007. Ça fait quoi? 12-13 ans qu'il est à la tête de l'organisation. 12 ans. Mais on nous fait sortir une carte non datée, signée par Alidou Ouedraogo, sans paiement de cotisation ou rien. Mais c'est pas le simple fait d'aller prendre une carte il y a 20 ans de cela et de ne plus être visible. Non, à part les réseaux sociaux, surtout Facebook, vous n'avez pas reçu une démission. Le MBDHP n'a vraiment reçu aucune démission. Et quand on regarde la page Facebook de l'intéressé, bon, on voit directement ses accointances politiques et on se rend compte des dessins qu'il poursuit en écrivant pour dire je démissionne du MBDHP. Mais le MBDHP te connaît même pas. Toujours sur les réseaux sociaux, on note aussi des appels au meurtre contre des responsables du MBDHP. Est-ce que vous vous sentez en danger après la publication de ce rapport? Il y a un débat au sein de l'opinion et tant qu'on appelle à tuer des gens, on ne peut pas le prendre à la légère. Ça serait même une erreur de dire qu'on le prend à la légère.
Mais en même temps, on n'est pas dupe. On se dit, si aujourd'hui, parce que des gens bien pensants pensent qu'il faut tuer les responsables du MBDHP, nous devons arrêter de dénoncer ce que nous pensons injuste. Nous n'avons plus de raison d'exister en tant que mouvement de défense des droits humains. Nous sommes donc sereins, nous continuons notre travail et nous travaillerons patiemment. C'est pas facile, mais patiemment à ce que l'opinion comprenne le bien fondé de ce que nous sommes en train de dire. Par le passé, il y a eu des responsables du MBDHP qui ont été attaqués. Il y a eu des bâtiments du mouvement qui ont été vandalisés, mais ça n'a pas évité que le mouvement existe et ait la crédibilité et la notoriété qu'il a aujourd'hui. Nous allons poursuivre dans cette voie et demander à ceux-là qui justement se lancent dans cette voie-là de revenir à la raison, de savoir raison garder et de surtout prendre le temps de lire notre rapport. Je pense que en tout cas, des démarches contre des démarches, je dirais, vous ne prévoyez pas. Non, dans tous les cas, on a vu que notre justice est prompte pour poursuivre des cyberactivistes. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas prompte aussi pour poursuivre des cas d'appel au meurtre. Ali Sanou, point final. On s'arrête ici pour cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. À toutes et à tous, mesdames, messieurs, question à la une prend fin ici. L'émission recevait Ali Sanou, le secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, et il était question du rapport de la mission d'enquête du MBDHP sur les événements de Kain, Ouro et environnant. Merci de nous rester fidèles. Question à la une de ce jour est réalisée par Mariette Kokwaga. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Excellente suite de programme sur la voie citoyenne.